Bonjour à tous, l'heure des pros, voici le sommaire. Ce matin, il est arrivé au Louvre, comme François Mitterrand était entré au Panthéon en 1981, seul, en marche, solennel. Président en un mot, puisqu'Emmanuel Macron est le 8e président élu sous la 5e République. Il a pris le pouvoir en 2 ans, cassé les codes, brisé les partis, bluffé les observateurs, changé les mentalités. Emmanuel Macron a 39 ans et dans l'histoire de France, depuis 1789, il est le plus jeune chef d'État depuis Napoléon. Voici donc Emmanuel Macron, cerné par la force tranquille de François Mitterrand et le dynamisme intrépide de Napoléon Ier. Et ces figures historiques font écho aux paroles entendues ce dimanche. La France parle au monde, le monde regarde la France, l'histoire, la culture, le génie français. Emmanuel Macron a traduit dans ces mots un héritage millénaire. Aimons la France, peuple de France. Ce n'était pas hier un langage de techno, mais le discours d'un homme qui connaît l'histoire, aime les symboles, cultive le lyrisme et accepte l'émotion. Qui est Emmanuel Macron ? Que fera-t-il ? Avec qui ? Comment ? Les questions déferlent ce matin, mais avouons-le, quelque chose a changé dans le pays. Un homme de 39 ans conduit la France. Il est le plus jeune dirigeant du G20. La France n'a pas choisi Trump. Elle n'a pas opté pour le Brexit. Est-ce un pari ? Est-ce une audace ? Est-ce une victoire ? Seul l'avenir le dira. Et pour en parler autour de la table, Hélène Pilichowski, bonjour. Bonjour. Notre camarade d'habit qui est là, Frédéric de son prénom, bonjour. Et vous aviez parfaitement vu les choses puisque vendredi à 12h, vous nous disiez qu'il serait au-dessus de 35 points, c'était de 65 points et c'est exactement ce qui s'est passé. Bravo. Frédéric. Bruno Roger-Petit, bonjour. Bonjour. Notre camarade est là également ce matin du Point. Et je montre Jérôme Béglé. Jérôme Béglé. Je montre d'abord le Point. Jérôme Béglé. Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Voilà, je montre évidemment le Point qui est aujourd'hui à Paris et demain dans le reste de la France. Voilà. Il y a un peu plus de 50 pages sur le nouveau président et surtout les enjeux et un peu d'histoire parce que un gouvernement d'union nationale, c'est arrivé dans l'histoire de France. On va vous expliquer où, quand et comment. Et Jacques Séguéla, bien évidemment. Bonjour Jacques Séguéla. On a pensé évidemment à vous hier soir en voyant cette cérémonie et l'arrivée d'Emmanuel Macron au Louvre qui rappelait forcément le 21 mai 1981 lorsque François Mitterrand était entré dans le Panthéon. Je voudrais vraiment qu'on parle de la personnalité ce matin d'Emmanuel Macron avant de parler d'une certaine manière des options politiques et des législatives et de tout ce qui va s'enchaîner. C'est jamais arrivé dans l'histoire de France. Je crois qu'aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page de l'histoire de France, écrite avec l'encre de l'espoir. Et avant tout, il est l'espoir. Alors c'est un espoir qui n'est pas encore totalement partagé, c'est un espoir naissant. Et je crois que surtout, comme une chrysalide, en une semaine, il est devenu papillon. La dernière semaine a transformé l'homme. Moi qui fais 20 campagnes présidentielles dans le monde, j'ai toujours vu ça. Les hommes se révèlent dans le grand moment. Le grand moment, c'est le verdict de l'élection. Alors, il a été très aidé par Marine Le Pen. C'est un impeachment médiatique, ce qu'a fait Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle a ruiné à tout jamais la possibilité de revenir devant les Français pour une campagne présidentielle ou pour un débat. Ça a donné le souffle. Et puis après, il y a dans cet homme, comme tu le disais d'ailleurs, il y a d'abord du Mitterrand dans la symbolique, mais il ne faut pas confondre le Panthéon et le Louvre, parce que le Louvre, c'est le symbole des racines, comme le Panthéon, mais du futur, parce qu'il y a... Avec cette pyramide de paix qu'on voyait hier soir, on voyait juste derrière lui. Et l'image qui a fait le tour du monde, et merci à Macron, c'est la plus belle pub que l'on pouvait faire pour Paris. C'est la plus belle pub qu'on pouvait faire après cette campagne qui a été tellement souillée, tellement indigne, avec un débat qui nous a ridiculisés dans le monde entier. Il a redonné ses lettres dans le West. Après, il y a du Kennedy dans les mots. Non, je t'ai plus. Oui, il y a du Kennedy dans les mots. Et je rappelle quand même que vous êtes, entre guillemets, vous étiez un supporter d'Emmanuel Macron. Je précise, bien évidemment, Jacques Séguéla. Parce qu'on me trouvait trop macroniste. Maintenant, j'ai le droit. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et il n'y a pas simplement du Kennedy dans les mots quand il dit... avec ses mots à lui, n'attendez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, parce que la France... Faites attention parce que Kennedy, quand même, son image est un peu souillée avec le temps. C'est moins aujourd'hui positif que ce de l'été avant. Il faut parler quand même de génie politique, parce que Mitterrand, c'était un génie politique. Le mot génie est un mot qui est ridicule, mais quand on lui accorde politique, on le remet à son niveau.
Kennedy aussi à sa manière, malgré ses défauts. Et puis, il y a, comme tu le disais, il y a du Bonaparte, il y a l'allant et le talent. Et le premier talent, c'est la chance. La chance est avec cet homme. Il va redonner sa chance à la France. La France est une chance et lui est notre chance. Moi, je disais un truc tout bête, plus simple, d'une certaine manière, Hélène Pilichowski. On a dans notre ADN ce désir d'être au centre du monde. Et on l'avait vu avec la Coupe du Monde, tout bêtement, lorsque tout d'un coup, on était là, l'équipe de France avait gagné. Bon. Aujourd'hui, on est le centre du monde. Pourquoi ? Pour une raison simple, il a 39 ans. C'est vraiment la raison. Et je vous lis ce matin, le Barack Obama français, c'est la presse étrangère qui dit ça. Maharaja Max, en Inde, il est qualifié de cette manière-là. Le Golden Boy qui lit Goethe, c'est en Allemagne. Le nouvel empereur de l'Europe, etc. Bon. Est-ce que finalement, c'est ça notre ADN, Hélène, et c'est pour ça peut-être ce matin qu'il y a un peu d'optimisme chez certains, c'est d'être au cœur, au centre du monde. Effectivement, à l'occasion d'une présidentielle, compte tenu de l'importance qu'a cette échéance dans notre vie politique, tout tourne autour de la présidentielle en France. Précisément parce que nos institutions font que c'est une sorte de, on l'a dit 100 fois, mais je crois que ça reste vrai, un monarque républicain qui est élu en fait par le peuple. C'est ça qui est absolument extraordinaire. La France est aussi quand même un modèle de démocratie pour le monde. Dans beaucoup de pays, ça reste un modèle de démocratie, la France quand même. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi la 5e puissance du monde. Donc ce qui se passe en France à l'occasion de l'élection de ce monarque présidentiel est essentiel pour le reste du monde, pour l'Europe bien sûr, on l'a dit aussi beaucoup, mais aussi pour le reste du monde. Et ce qui va rester d'abord, c'est effectivement sa jeunesse. Rendez-vous compte qu'on est un pays avec nos vieilles institutions, notre culture ancienne, etc., qui disait qu'il fallait peut-être être candidat 2 fois, comme disait Mitterrand, avant de réussir à se faire élire. Et tout d'un coup, ce jeune homme qui arrive à être élu, c'est extraordinaire. De la même façon que Barack Obama a été élu. D'où la comparaison ce matin, un peu pareil. Qu'est-ce qui reste de Barack Obama ? Un certain nombre de choses, mais surtout le fait qu'il a brisé ce tabou incroyable qui faisait que les États-Unis pouvaient se doter d'un président noir. Et ben nous, le monde entier se dit, eh ben la France l'a fait, elle a osé, elle a un président qui a moins de 40 ans, c'est extraordinaire. Bah oui. Une histoire romanesque, on va en parler ce matin. Cette histoire est absolument romanesque. Son histoire personnelle peut également toucher les Français parce que ce jeune homme qui rencontre au lycée celle qui sera sa compagne, il y a quelque chose du héros de roman. D'abord, il n'y a pas pire cadeau empoisonné qu'on puisse lui faire que de le comparer à un Maharaja, à Kennedy, à Obama. Si vous mettez le Graal trop haut, vous serez forcément déçu. Qui c'est Emmanuel Macron ? Il y a plusieurs. D'abord, c'est un dynamiteur et un transgressif. Imaginez, il est nommé secrétaire général de l'Élysée par François Hollande le 10 mai 2012. En 5 ans, secrétaire général adjoint de l'Élysée, normalement c'est un poste, après vous allez dans la banque, vous retournez dans la fonction publique. C'est un poste, vous faites ça 3-4 années dans votre vie, après vous faites autre chose. Il ne se présente à aucune élection intermédiaire, ni législative, ni et il le théorise d'ailleurs. Et il le théorise, et il arrive en 5 ans à devenir un président et à renverser tous les codes. Pourquoi c'est un transgressif ? Vous l'avez dit à l'instant. Il a 16 ans, il est élève, il fait un cours de théâtre avec une dame, il y a visiblement un courant qui passe bien entre les deux, et il décide que cette femme sera la femme de sa vie. Elle a plus de 20 ans de plus que lui, 24 je crois, peu importe. Il fait fi des carcans sociaux de la ville et de son milieu bourgeois, elle aussi fait fi de ça, et ils vont s'épouser. Quand vous avez quelqu'un qui est capable de fermer les écoutilles, d'aller droit au but comme ça, vous vous dites que quand même... c'est quelqu'un qui ne va pas se faire intimider par le premier venu. Il arrive donc dans la sphère politique. Il est d'abord secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis il est ministre de l'économie. Là aussi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'en a rien à faire des avis des uns et des autres. Il va tracer sa route. Il va affirmer qu'il est libéral, affirmer qu'on peut avoir un programme libéral de gauche en France, et il va, du début à la fin, n'avoir qu'un seul objectif, se présenter à l'Élysée. Et il le fera au vu et au su de tout le monde, sans tenir compte des remontrances que pourrait lui faire un Premier ministre, Manuel Valls, ou un président de la République, François Hollande. Sans faute. Ah oui, c'est un sans faute. Mais il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. C'est pas seulement Mitterrand au Panthéon, et je pense même que c'est pas du tout Mitterrand au Panthéon, comme le disait Jacques. Mitterrand va au Panthéon parce qu'il s'inscrit dans une certaine histoire de la République, vue de la gauche et du socialisme, et de la résistance. Donc Jean Moulin, donc Schœlcher, le libérateur des esclaves, et Jean Jaurès. Là, c'est autre chose. Il va au Louvre, parce qu'effectivement, il y a la pyramide de paye demandée par Mitterrand. Mais en dessous, vous avez
les murs de l'enceinte du Louvre de Philippe Auguste. Il va au Louvre parce qu'il se réinscrit, considérant que sur les 2 derniers quinquennats, ce lien a été perdu, dans une transmission française qui le lie, lui, à ceux qui sont passés avant. Et qui lie le peuple français que nous sommes aujourd'hui à ceux qui sont passés avant. Il veut restaurer ce lien-là. En fait, il est dans la problématique qui a été au cœur de la campagne, quand bien même dans les débats, ça a été assez peu abordé. La question de l'identité française. Lui, il en a une idée très affirmée. Et le fait d'aller au Louvre ce soir-là, les rois de France, Bonaparte aux Tuileries, la pyramide de Mitterrand, c'est dire, voilà, pendant 10 ans, il y a eu 2 quinquennats compliqués, où on a perdu le fil de notre histoire, où il y a eu des fractures, où il y a eu des ruptures. Et tout ça, il faut le réconcilier autour d'un patrimoine, d'un passé, d'une histoire qui nous est propre. C'est comme ça qu'il faut le lire. Ce n'est pas le Panthéon de Mitterrand. C'est même étonnant que ce soit lui qui le dise. Parce que c'est un homme qui est doté d'une culture, mais phénoménale par rapport aux 2 présidents qui viennent de se succéder. Il est habité par la France. Culture historique et littéraire, philosophique. Voilà, ce que n'avait pas forcément, en tout cas, François Hollande. Voilà, c'est ce premier acte fondateur. Ce qui ne se voyait pas forcément non plus avant. Fortement, disons. Parce que beaucoup de journalistes ne voulaient pas le voir. Parce qu'on le présentait, l'homme de Rothschild, parce qu'au lendemain du premier tour, on s'est perdu dans une polémique sur la rotonde, qui, entre parenthèses, l'a beaucoup énervé, alors que nous étions déjà dans un choc historique dont il fallait prendre la mesure. Et malheureusement, nous, le monde des médias, nous sommes passés à côté. Non, mais vous ne pensez pas que hier soir, c'est la réponse aussi à la rotonde? C'est-à-dire que hier soir était prévu avant la rotonde? Non, oui. Il voulait fêter d'abord la victoire parce qu'il était évident que d'être au second tour, de son point de vue, enfin, on ne va pas se raconter d'histoire, politiquement il savait qu'il allait gagner. Bon, donc il fallait fêter effectivement cette victoire, le premier tour, et le deuxième tour il fallait ouvrir la page qu'il a ouverte hier entre le discours du quartier général, extrêmement vertical, et puis le discours de rassemblement et les images données à la pyramide du Louvre. Vous allez me donner d'ailleurs, et Jacques, et peut-être vous, des renseignements très précis. Qui a organisé la soirée? Depuis quand elle est pensée? Comment ça s'est passé? Parce qu'il faut mettre en scène tout ça. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont dû être étonnés. Pourquoi le Louvre, hier soir, était fermé? Les autres endroits qui n'étaient pas disponibles. Il y a eu plusieurs endroits qui ont été envisagés, et en fait... Madame Hidalgo ne veut pas qu'on abîme ses pelouses. Voilà. Oui, ça devait être... Donc, le Champ de Mars. Mais juste Frédéric Dabi. Il y a le CIO qui devait aller sur le Champ de Mars. Oui, voilà. Oui, mais franchement, le Louvre, je crois que c'est mieux que le. Finalement, c'était mieux. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, avec cette image qu'on voit, vous voyez. Les racines du futur. Les racines du futur. Non, mais et même qui est très commenté sur les réseaux sociaux, la pyramide derrière lui. La pyramide derrière lui, c'est une belle image. Le monde entier a vu la France des Lumières vibrer en direct. Mais oui, mais moi je pense que ça touche les Français précisément parce qu'ils adorent ça. Mais Frédéric Dabi, explication, alors là, un peu moins lyrique peut-être, scientifique avec vous forcément. Il y a du lyrisme dans les sondages. Oui, quand on gagne, quand ils sont bons. Ah oui, Nobel Rolling, c'est fini. Ah ouais, ça c'est très cher. Bon, le Rolling, bon. Le lyrique. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est le président qui a eu le plus de voix que François Hollande, plus de voix que Nicolas Sarkozy. Tout à fait, 20 millions de voix, c'est 2 millions de voix de plus que François Hollande, 1 million de voix de plus que Nicolas Sarkozy. Il n'y a qu'un président qui a été mieux élu, c'est Jacques Chirac en 2002 qui avait fait 25 millions de voix. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on a cet écart écrasant vis-à-vis de Marine Le Pen qui clairement a raté sa fin de campagne. Il y a eu un effet débat absolument catastrophique pour elle. Vous utilisiez, Pascal, vendredi, l'analogie assez osée, mais que je trouve très juste avec le jeu de la vérité. Oui, de Chantal Goya. Moi, j'ai dit ça, en termes de rupture d'image. Nous avons fait un sondage qu'on a diffusé samedi de manière confidentielle. Nous avons repris les mêmes traits d'image que notre enquête du JDD d'avant-débat sur Marine Le Pen. Elle perd une dizaine de points sur tous les éléments, la stature présidentielle, la compétence, la crédibilité sur des questions européennes, sur la sécurité. D'un côté, c'est une victoire écrasante. Alors même si le Front National pourra dire qu'il passe de 7 millions de voix au premier tour à 10 millions et demi au deuxième, et de l'autre, je pense, l'état de grâce me paraît impossible. D'une part, il y a 2 présidents, 2 quinquennats qui ont déçu si fortement les Français. L'abstention de masse au premier comme au deuxième tour. Le désenchantement vis-à-vis du politique, c'est
l'idée que les 2 quinquennats précédents ont été des quinquennats inutiles. De l'autre, il y a cette abstention très forte au 2e tour, alors que traditionnellement, on vote massivement au second tour. Le contre-exemple, c'est quand même 2002, où oui, mais qui n'a pas voté Jean-Marie Le Pen... Qui n'a pas voté? Ce sont les électeurs fillonistes, sans doute, qui ne se reconnaissaient, et mélanchonistes, qui ne se reconnaissaient ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a ça, il y a les 4 millions de bulletins blancs et nuls, 2 fois plus. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est-à-dire que ça, c'est les électeurs de Mélenchon et de Fillon. Ceux-là, ils se sont déplacés. Mais c'est les mêmes, sans doute. Oui, mais c'est quand même beaucoup de monde. C'est quand même, si on additionne l'abstention et les blancs et nuls, c'est 17 millions de Français. Même si, bien sûr, force de rester au suffrage universel et personne n'en mettra en cause la légitimité du président élu. Mais compte tenu de ce contexte, compte tenu de la décomposition du champ politique, d'une part, la bataille des législatives a commencé dès hier soir, chez Marine Le Pen, elle en a parlé, chez Jean-Luc Mélenchon, qui semble ne pas refaire les mêmes erreurs que 2012, que d'aller s'enfermer ou s'enferrer à Hénin-Beaumont, et du côté d'Emmanuel Macron. Sa phrase lors de son discours, c'est « J'aurai encore et encore besoin de vous, pour la bataille qui s'annonce au mois de juin ». Alors, Jérôme Béglé. Tous ces chiffres sont évidemment vrais. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément frappé en regardant dans le détail ce matin. À Paris, Emmanuel Macron frôle les 90%. À Lyon, il fait 84,1%. À Bordeaux, il fait 87% et même un peu plus. Quand vous regardez dans les campagnes, dans les petites villes, c'est beaucoup plus mesuré. On est plus vers du 50-50. La France à 2 vitesses, elle est là. La France des grandes villes d'un côté qui a voté extrêmement massivement Macron, elle est réelle. Est-ce que c'est la France des gagnants, entre guillemets, et la France des perdants, si on reprend ce que dit Eric... Parce qu'à Paris, tout le monde ne gagne pas non plus. Si c'est pour ça qu'il ne faut pas être caricatural. C'est ça, c'est la France qui a profité de la mondialisation et de l'Europe, qui est la France des grandes villes. On en a un exemple. Et puis il y a celle qui est restée à l'ombre et qui même en a pâti, et qui est une France qui, elle, a été beaucoup plus mesurée et qui a presque à équivalent voter Marine Le Pen et Macron. Et ça va être son premier défi. Ça va être de dire, effectivement, il va garder les avantages qu'il a dans les grandes villes, mais se réconcilier avec cette France qu'on appelle la France périphérique, qui fait en gros 55-56% du corps électoral. C'est vraiment là-dessus qu'il devra donner des gages et apporter une oreille, une attention très particulière. C'est une campagne, je l'ai tellement de fois dit ici, qui n'est pas politique. C'est la première campagne sociétale depuis 81. Et c'est normal que, je déteste ce mot de France d'en haut, que, disons, la France des villes, que la France des villes soit plus avancée, puisque c'est à la France des villes d'indiquer la nouvelle société, d'indiquer... Et plus avancée que quoi? Plus avancée que la France des champs. Bien sûr. Mais plus avancée en quoi? Économiquement, culturellement, intellectuellement? À tous les niveaux. À tous les niveaux, les villes, à tous les... Non, pas dire ça. Non, mais faites attention, Jacques. On se calme. Les villageois ne sont pas des gens acculturés. Mais c'est pas ce que je veux dire. On repart en arrière. Je dis simplement que, évidemment, les villes témoignent toujours de plus de modernité, de plus d'avancée. Parfois, d'ailleurs, ils se font avoir par la mode. Les modes naissent dans les villes. Il faut regarder les choses en face. Non, mais je comprends ce que veut dire Jacques. Et même sur les mentalités. Elles sont plus ouvertes dans les villes que dans des coins reculés parfois du pays. Il a raison. Et d'ailleurs, les habitants des villes, comme moi, viennent des champs. Puisque moi, je suis d'une famille des champs. Et je suis un provincial bien avant d'être parisien. Et je resterai un provincial. Donc c'est pour ça qu'il faut mélanger les choses. Et il ne faut pas commencer à prendre les choses politiquement. C'est sociétalement que la France va changer. La France va changer de politique. On entre dans un nouvel ère, l'ère frais, loin de toutes les combines qui ont pu souiller cette élection. On entre dans une nouvelle ère. Il va faire entrer la France enfin dans le XXe siècle et on entre dans un nouvel être. Chacun de nous va devoir changer et accepter cette société collaborative, accepter le partage, accepter la tolérance. Et c'est la France... enfin des valeurs fondamentales. Et il y avait un mot effectivement qu'il a employé hier, c'est le mot bienveillance. Moi j'ai trouvé que dans le discours, il y avait des mots parfois qui étaient employés qui n'étaient pas des mots d'un homme politique entre guillemets classique. Par exemple dire je vais servir et je vais vous aimer, etc. C'est des mots qu'on entendait. Je ne crois pas qu'il a dit ça aussi précisément que je le dis là d'ailleurs. Servir avec amour. C'est des mots. Le mot amour. Voilà, le mot amour, bienveillance, ce sont des mots du vocabulaire qui n'étaient pas. Giscard le disait pas, Mitterrand le disait pas, Sarkozy. Il y a aussi le mot force qui est arrivé à plusieurs reprises, pardon Hélène, et il y a eu beaucoup de volontarisme dans ce discours avec le terme force et avec des je combattrai, je vous protégerai, je rassemblerai. Il a tout de suite endossé le costume présidentiel de ce point de vue-là.
Il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée personnellement, nous ne céderons rien à l'amour du déclin. Ça, j'ai trouvé ça absolument formidable, parce que ce qui a frappé la campagne, c'était quand même ça, c'était le déclinisme, la désapprobation, tout ce qui a abouti à ce fameux dégagisme, il fallait tout le temps, donc la division. Et ce qui va être très compliqué pour Emmanuel Macron, c'est à la fois de réconcilier les Français et à la fois de faire preuve d'autorité. Parce que qu'est-ce qui a fait l'échec en grande partie du quinquennat de François Hollande? C'est le manque d'autorité. Et en particulier pour l'une de ses mesures forces, Emmanuel Macron, à savoir libérer le travail avec une nouvelle loi de travail proche de celle qui a été votée, mais encore améliorée. Il a dit qu'il allait le faire par ordonnance. Vous avez vu déjà les réactions des syndicats qui, dès hier, ont dit on ne cédera pas là-dessus. Daniel Cohn-Bendit, ce matin, qui était pourtant un grand supporter d'Emmanuel Macron, qui dit ce matin sur Europe, ah ben non, il va falloir qu'il fasse un geste. C'est-à-dire que déjà, on lui demande de renoncer à l'une de ces mesures fortes qu'il veut faire prendre par ordonnance. Et ça va être très compliqué pour lui, et c'est ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire à la fois, parce qu'on dit, quand un chef d'État renonce, on dit « Ah, il n'a rien fait, il a renoncé, c'est épouvantable, il n'a pas tenu ses promesses ». Lui, il a une promesse forte, celle-là, je cite celle-là par exemple. S'il renonce, on va dire « il fait marche arrière » et sinon, il va y avoir du monde dans la rue avec les syndicats. Très compliqué, c'est là qu'on l'attend. Pour terminer sur la soirée d'hier, parce qu'elle reste forcément, et on sait bien que ces premiers moments sont primordiaux. Comment ça s'est passé, Bruno Roger-Petit? Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a été décidé? Comment c'est organisé? Pourquoi le Louvre? Qui décide? Qui est l'homme de communication, entre guillemets, qui règle ça? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui décide de tout? Mais c'est important. Votre question n'a... En fait, non. Moi, je pense que votre question si, n'a aucune importance. Si, parce que c'est la mise en scène c'est la mise en scène de lui-même, c'est l'image que tu donnes. Non. Quand tu rentres vous tout retombez seul, dans un piège qui est... Non, je vais vous dire. J'essaye de décoder et décrypter. C'est collaboratif. D'abord, c'est une œuvre collective. Oui. Donc, je ne peux pas vous dire qui a eu cette idée que je considère excellente. Et tout a été pensé de manière parfaite. Mais depuis combien de temps? Il va falloir s'habituer avec lui, je pense, à ne plus voir parler de communication politique. Parce que communication politique, je passe sous le contrôle de Jacques, c'est quand même une tautologie. La politique, c'est la communication c'est la politique. C'est la même chose. Oui, mais vous jouez sur les mots. Non, je ne joue pas sur les mots. Je pense que ça va être un président qui va effacer tout ce qui a trait à cette communication politique qui est souvent de la cosmétique, comme le disait Gérard Collet, que connaît bien Jacques, la communication politique, quand ça se voit, c'est comme la chirurgie esthétique, ça veut dire que c'est raté. Non, mais c'est vrai. Donc ce n'est plus une question. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est plus une question. Quand tu rentres tout seul dans la règle du silence. Voilà. Il va parler quand il aura quelque chose à dire. C'est son Premier ministre qui va aller au feu quotidien. Oui, mais je n'ai pas ma question. Il va refuser les chaînes d'information. Non, mais oui, mais alors à ce moment-là, il va peut-être refaire le septennat. Non, mais je vais vous dire, la preuve que ce qu'il a fait politiquement a du sens, c'est qu'à part vous, personne ne se pose la question du qui a monté l'affaire. Et je pense que ce sera une des... Comment ça s'est organisé? Mais je vais vous dire, ce sera une des caractéristiques du quinquennat qui s'ouvre, c'est qu'on n'entrera pas dans l'arrière-cuisine de la communication présidentielle. Et je trouve ça très bien. D'accord. Ok. Non, mais moi, attendez, je pose des questions. Qui ont d'ailleurs tué Hollande. Exactement. Oui, mais on a envie quand même. On voit bien que. Moi, je vais vous dire, je l'ai interprété hier à tort ou à raison, comme une sorte de réponse au premier jour, je vous l'ai dit, de Nicolas Sarkozy, aux premières heures, ou aux premières heures également de François Hollande. Vous avez raison. Hier, c'est exactement une réponse. Cher Pascal, vous avez raison, sauf que c'est de la politique. Oui. Voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, et je vois bien les symboles qui ont voulu être mis en place. On l'écoute hier. Je voudrais juste rajouter une chose très importante qui a échappé à tous les commentateurs. Il s'est passé quelque chose mondialement de très important hier, c'est que face à cette épidémie mondiale d'extrémisme, qui commence en Angleterre par le Brexit, qui va en Russie, qui continue en Pologne, qui continue en Hongrie, qui continue en Bulgarie, qui continue avec Erdogan en Ankara et qui se termine à Washington avec Trump. La France est enfin la possibilité d'une île. Enfin, une résistance. Oui, bien sûr. Merci Houellebecq. Une résistance à ce courant mondial d'extrémisme. C'est ça d'ailleurs qui peut influencer. Et la France retrouve son rôle. Elle retrouve son rôle de 89, elle retrouve son rôle de 81. C'est à elle de montrer qu'elle a inventé les droits de l'homme. Tu le disais.
ce qui a le plus frappé hier le monde, c'est que la France est redevenue la France en un symbole. Mais il y a ça derrière. Il y a cette liberté, égalité, fraternité qui a été aussi le cœur de son juste un discours. mot Non, moi, je disais juste, objectivement, la France est le centre du monde. Vous voyez, je ne faisais pas de commentaires politiques parce que je suis mais pas là, c'est éditorialiste capital. comme vous l'êtes. Mais effectivement, elle est au centre ce matin du monde et je pense que ça touche les Français. Exactement, parce que comme l'a très bien dit Jacques, on est dans une rupture par rapport au cycle Brexit, Trump, etc. Et aussi, de notre point de vue politique intérieur, pendant 5 ans, on nous a expliqué la France s'est droitisée, la France s'est rancie, la France va s'extrémiser. C'est vous qui le... Attends, vous êtes extraordinaire. Non, C'est vous les éditorialistes politiques. Non, parce qu'on me disait... Mais je crois rêver. C'est vous qui... Vous avez écrit le pire d'entre eux sur François Fillon. Oui. C'est votre discours. C'est pas le... Non, mais je veux dire, vous êtes... Non. Alors ça, c'est Mais laissez-moi... Non, vous êtes c'est pas un renversement, parce que moi, je considérais, je l'ai toujours dit, Que la France se gauchisait. que cette droitisation était minoritaire. Ah bon? Et la démonstration qu'on a eue avec le vote Macron, effectivement, ce triomphe, parce que c'est quand même un triomphe, eh bien, c'est la preuve que, contrairement à ce qu'on a dit, ces idées-là, le souverainisme, le nationalisme un peu rance, etc., ne sont pas majoritaires en Frédéric France. Dabi, vous êtes d'accord pour dire... Par-delà la droite et la gauche, c'est pas que c'est d'un camp qui a gagné par rapport à l'autre, c'est pas la droite qui a perdu, il est par-delà, comme disait C'est toujours un comme camp disait qui Nietzsche, gagne contre l'autre. par-delà. Non mais Absolument. Frédéric Dabi, est-ce que vous êtes d'accord sur la France s'était droitisée, disait-on? C'est vrai qu'il y a un paradoxe. Disons-le, il y a un paradoxe dans cette élection. Alors c'est vrai qu'il y a aussi un concours de circonstances. J'imagine les gens qui nous écoutent et qui sont des électeurs de Fillon. Que se disent-ils si on essaye de traduire leurs pensées? Ils disent, bah oui, Emmanuel Macron est là parce qu'on a flingué Fillon. Entre guillemets, c'est ce qu'ils se disent. Alors, une majorité d'électeurs de François Fillon du premier tour, tiré de notre sondage jour du vote IFA fiducial pour CNews, a choisi Emmanuel Macron. Alors, j'ai du mal à parler de droitisation. Regardons des faits objectifs, regardons les élections intermédiaires du quinquennat de François Hollande. On peut parler de droitisation aux élections municipales. On peut en parler aux élections départementales. Déjà, aux élections régionales, on avait vu les difficultés de la droite parlementaire qui a fait un score quasi équivalent à son score de 2010, qui était le plus bas sous la Ve République. Et puis, 25. oui, tout à fait, 27 même. En tout cas, ce qui est intéressant Avec de voir... les alliés, 27. Oui, c'est vrai. C'est que... Tu as toujours raison, Bruno. C'est l'idée que, au-delà de l'affaire Fillon, il avait déjà perdu du terrain dès janvier, avec son modèle social, avec son offre programmatique qui n'avait pas séduit les Français. Et là, Pascal, on l'a dit ensemble des dizaines de fois, la force du vote Macron, c'était sa capacité à rallier sur son nom 20% des électeurs Sarkozy 2012, qui étaient, à mon avis, plutôt à droite. Je suis sûr d'ailleurs que Bruno, vous pensez, et vous le direz peut-être, que si les affaires n'avaient pas existé, ça n'aurait rien changé à l'élection. Je le pense, oui, parce que... Mais non, Je le pensais, je le pense aussi. Vous le pensez également, Bon, ça, c'est de la politique affection. La chute de Fillon est antérieure. Et je le pense aussi. Peut-être Non, pas, mais je le pense alors, aussi. je voudrais juste... Combien de fois? Oui, non, mais je sais, Paradoxalement. je connais vos discours. Paradoxalement, aujourd'hui, si on voulait caricaturer un peu, celui qui a fait perdre la droite, c'est Emmanuel Macron. Mais celui qui peut faire gagner la droite en juin peut être également Emmanuel Macron. Pourquoi? Marine Le Pen a tellement raté son débat du 3 mai qu'il n'est pas impossible qu'une partie des électeurs traditionnels ou récemment ralliés au Front National se disent c'est pas possible. Elle ne nous représente pas. On ne peut pas confier nos voix à des représentants du Front National. Donc on va se détacher du FN pour aller où? Chez Mélenchon, j'y crois guère. En revanche, chez des représentants ou des candidats républicains, possible. Et avec sa fougue, avec son talent, Emmanuel Macron aura effectivement permis à son camp, à lui-même, d'avoir 30 points, 35 points d'avance sur Mme Le Pen au second tour de la présidentielle, mais il va peut-être permettre à la droite d'avoir 20, 25, 30 députés de plus et de devenir le premier parti de France. Et c'est pour ça que c'est une élection particulière qu'on a eue. On a inventé en 2017 une élection à 6 tours. 2 tours pour les primaires, en plus 2 fois 2 primaires, 2 tours pour la présidentielle et 2 tours pour les législatives. On est quasiment rentré en campagne permanente, en tout cas 1 an de campagne. Résultat des courses, vraiment le 18 juin. Emmanuel Macron part évidemment avec une longueur d'avance, le fait majoritaire, tout ce qu'on a appris dans nos cours de sciences politiques, mais tout est tellement basculé cul par-dessus tête que je ne saurais pas dire exactement aujourd'hui qui va emporter cette élection législative. Pour terminer sur la soirée d'hier, on écoute juste Emmanuel Macron. On s'interroge après pour savoir qui sera son Premier ministre. Alors, au-delà des noms, à votre avis, est-ce qu'il sera plutôt à droite ou plutôt à gauche? Et ça, c'est la stratégie politique que j'attends de vous comme explication. Mais écoutons juste un mot hier soir de la gravité, de la solennité, chacun l'aura remarqué, d'Emmanuel Macron.
Je vous protégerai face aux menaces. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays. Et enfin, mes amis, je vous servirai. Bon, hashtag HDPro, vous pouvez évidemment réagir, comme le fait notre ami citoyen 0001 qui vous taquine, parce que c'est pas exactement ce que vous avez dit. Il dit les campagnards sont des ignares sans culture, selon Jacques Séguéla. C'est pas ce qu'a dit Jacques Séguéla. J'étais campagnard, voilà, c'est fils de campagnard, petit-fils de campagnard, fier de l'être. Voilà, mais dès qu'on va sur ces terrains-là, bon, forcément, ça peut, voilà, c'est sujet à discussion. À 2 siècles près, nous sommes tous des descendants de paysans. Oui. Pas 2 siècles Sauf près. les 6 devant. Non, puis ce qu'on peut dire, c'est que la Révolution française est partie des campagnes. Oui. Qu'en 1981, ce n'est pas Paris qui a élu François Mitterrand, c'est le reste de la France. Et on pourrait en faire comme ça 25. Paris a de l'esprit, mais la province a du caractère. Talleyrand. D'accord. Talleyrand qui sera bien rattrapé, bien rattrapé. Talleyrand, alors vous me faites une transition toute simple. Talleyrand aurait pu être un Premier ministre, mais bon, malheureusement, la fonction n'existait pas. Cette fois-ci, la fonction n'existait pas. De fait, il l'était un peu. De fait, il l'est sur la période du consulat jusqu'en 1807. Bon, sauf que tout le monde s'en ça méfiait. bascule à Erfurt. Je suis d'accord avec vous. Mais Bonaparte s'en méfiait, Louis XVIII s'en méfiait, Charles X s'en méfiait. j'entends bien. Ce qui n'a pas unanimisme. D'accord. Mais en revanche, qui va être Premier ministre ? Qui va être Premier ministre ? Et au-delà du nom, parce que je pense que des noms, il y en a qui circulent, vous n'allez pas me le dire, le nom. Mais ce que vous savez peut-être, c'est s'il sera plutôt de droite, plutôt de gauche ou plutôt du centre. Alors d'abord, il a dit qu'il voulait quelqu'un quelqu'un qui avait de l'expérience politique. Donc ça exclut déjà la société civile, si vous voulez, comme des noms comme Christine Lagarde, des noms qui ont été, quoi qu'elle elle a une Christine Lagarde, elle est mise en examen, donc c'est difficile de être Premier ministre. C'était des noms qui circulaient comme ça un peu. Donc quelqu'un qui aurait de l'expérience politique. Et compte tenu de l'image qu'il a quand même, il vient quelque part de la gauche, puisque c'est l'enfant protégé, c'est le successeur de François Hollande. Donc il a cette image quand même qui lui colle d'inspiration de gauche, disons, même si c'est pas un militant du PS, quand même, il a ça. Donc, je pense que il va chercher plutôt quelqu'un qui va installer sa compatibilité avec une droite Donc, modérée. selon vous, c'est quelqu'un de droite. Centre-droite. Par exemple, Bayrou, ça pourrait être ça. On parle d'Édouard Philippe, par exemple, collaborateur. Voilà. Édouard Philippe, c'est proche d'Alain Juppé. Il est plus à droite que, par exemple, Jean-Louis Borloo ou François Bayrou. Encore que, oui, si on veut, mais enfin, tout ça. Je ne sais pas comment on peut mesurer ça. Oui, franchement. À votre avis, c'est donc plutôt ce camp-là. Absolument. Est-ce que, Frédéric Dabi, vous avez un avis J'ai aucun avis sur ce casting. Dans notre sondage, le jour du vote, nous avons posé cette question. Ce qui me frappe, c'est que 45% des Français ne savent pas. Et il y a une petite prime. Et ils veulent ou pas ? Pour Jean-Louis Borloo et pour François Bayrou. Par rapport à ce que disait Hélène, qui était tout à fait juste, n'oublions pas que la principale source électorale du vote Macron au premier tour, c'est ces 50% des électeurs de François Hollande. Donc c'est d'abord un vote de gauche, même s'il a été beaucoup plus attrape-tout avec du centre, et puis c'est 20% d'électeurs. Donc ça, c'est très important ce que vous dites, c'est que 50% des électeurs qui ont voté Macron au premier tour viennent de la gauche. Étaient des électeurs de François Hollande en 2012, oui. D'accord. Donc, et les autres 50%, c'était... On avait du Bayrou, du Sarkozy, et puis des personnes qui n'avaient pas voté en 2012. En même temps, je peux dire que c'est 50-50, alors non ? C'est 50 à gauche, on ne peut pas dire ça. droite. C'est sur la base des électorats de 2012, mais des personnes qui n'ont pas voté en 2012 ont voté Macron en 2017. Bon. Donc vous dites plutôt à droite. Bruno Roger-Petit, votre sentiment ou peut-être vos informations ? Mais moi, je pense qu'à l'heure où on se parle, il n'y a qu'une seule personne qui sait qui sera le prochain Premier ministre, c'est Emmanuel Macron. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ma question. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez peut-être une idée. Alors, je pose la question différemment. Quel est, à votre avis, le meilleur Premier ministre ? Non, je ne parle pas du nom. Quel est le meilleur Premier ministre ? De quel camp doit-il être pour mieux gagner, selon vous, les législatives pour Emmanuel Macron ? Le meilleur Premier ministre, c'est celui qui sera capable de gagner les législatives. Merci. Du point de vue d'Emmanuel Macron. Mais non, ça y est. Mais non, mais vous passez, je vais vous dire. Mais non, mais vous avez peut-être une idée. Mais non, vous passez à côté de l'information essentielle. Ah bah je passe à côté de l'information essentielle. Non, encore une question. C'est un homme politique. Il va être ministre. Parce que maintenant, il dit monsieur, vous n'avez rien compris. Politiquement, ce qui est intéressant, parce que c'est une grande première, c'est que c'est la première fois qu'un président de la République est élu
et qu'on est incapable de donner une liste de noms possibles. Non, Moi, jamais on a vu ça. Je vous en cite Mais 10 non. et je suis sûr d'en avoir un parmi les 10. Hein. En 2012, on savait que ce serait Jean-Marc Ayrault. Oui. Bon. En 2002, on savait que ça se jouerait entre Nicolas Sarkozy et Raffarin. En 2007, on savait que ce serait François il avait Fillon. presque dit. Hein, plus. Bon, voilà. Donc c'est la première fois depuis très longtemps, et même à ce point, c'est une grande première qu'on ne sait pas. Donc ça Donc, vous vous donne savez une pas, idée donc je vais donner de la la parole à ceux façon qui savent. dont Emmanuel Macron va gouverner. C'est ça l'information essentielle. Voilà. Je vais donner la C'est parole pas à de ceux qui... gamberger sur des noms qui n'ont pas de sens. Mais c'est pas des noms, je vous dis. Ce sont des profils. Des Vous positionnements. me réduisez au nom. Je veux des Mais profils. parce que je vous connais, vous êtes comme tous les journalistes, vous voulez des noms, des petits noms pour alimenter la chronique. Non, vous Alors- êtes extraordinaire. C'est le réfrigérateur qui dit au congélateur, t'es froid. Je sais, Allez-y. je sais que je ne sais rien. Franchement, mettez ça dans l'ordre. Excuse. Non, vous êtes extraordinaire. Parce que vous, comme journaliste, et on vous adore pour ça, Bruno Roger Petit, mais comme journaliste qui connaît, qui est dans les coulisses, dans les palais et qui grenouille dans ce Mais il n'y est milieu-là. pas. La preuve, il n'y est pas. Bon, Il y est voilà. pas, oui. Faites attention. Il hein, fait vous de la avez- rétention vous avez- d'informations peut-être. hein. Alors, je sais que je ne sais rien. Ah, Voilà. c'est Jean Gabin. D'accord, je suis d'accord Merci, avec Descartes. Ma vie, j'ai dit je sais. celui Merci qui doit Descartes. savoir, c'est Voilà. et c'est le président. C'est tout. Par contre, moi j'ai un vœu. Ah. Tout le monde a le droit d'avoir un vœu. Oui. Mon vœu c'est Bertrand. Pourquoi? Parce Xavier que il est- Bertrand. Xavier Bertrand. Pourquoi? Parce que d'abord, il est de droite et de droite douce. Et c'est très important que ce ni de droite ni de gauche, qui est la naissance même du macronisme et d'En Marche, soit respecté dans le Premier ministre. Numéro 2, parce que, justement, je réponds à mon détracteur, il est justement dans France. Il est dans cette France du Nord, etc. C'est pas un Parisien. Hein, c'est vraiment ce qu'attendent d'ailleurs les Français. Hein, c'est d'ailleurs un provincial dans le bel élan. Troisièmement, il a l'âge qui correspond. Parce qu'il ne faut surtout pas quelqu'un qui soit trop proche de l'âge. Du président, il ne faut pas non plus un Décati que l'on sortira du placard au camp franc. Des noms. enfin, Là, vous avez des noms. hein. j'ai donné. Le nom des Décatis. C'est ça qui vous taquine, le nom des Décatis. On Bon. va les laisser se décatir Pas un président tous les jours. un Premier ministre qui fasse passer le président Et pour un Bertrand junior. est un Ça va être difficile pour lui d'avoir un Premier ministre plus jeune, si vous me Bertrand est un politique qui a toujours aussi été sociétal. Il a toujours parlé de la France avant de parler de la politique. Et tout ça, c'est macronien. Bon, donc, pour vous, c'est plutôt- Mais va-t-il accepter? Oui, Xavier Ah bah attendez, va-t-il accepter tous les... Quand tu es homme politique, tu acceptes d'être Et puis Premier d'abord, ministre, hein. va-t-il lui proposer? On a Oui, peut-être- c'est surtout ça, à mon avis, la question. Xavier parce que- Bertrand a d'autres ambitions. Oui. éventuellement. D'autres ambitions qu'être Premier Non, mais ministre d'abord, Xavier Bertrand a récemment. Non, mais le dit profil, qu'il- Non, le Jérôme, profil, le je suis profil. d'accord. Plutôt quelqu'un de jeune, plutôt quelqu'un de droite, C'est mais ça qui est ayant important. une expérience parlementaire, ce qui est parfois un peu, Alors, des un noms. peu opposé. Parce que, Des noms. bah, Ah, alors vous d'abord, croyez qu'il fallait pas parler de je nom vais vous faire. Ah non, mais lui, il y a parce ceux- qu'il affine le profil, il se mouille. Il y a ceux qui font des offres de S'il y a le services camp tous les des- matins. ceux À qui fait des offres? Titre, par exemple, Bruno Le Maire. Bruno Il Le ne se Maire. passe pas une demi-journée sans qu'ils disent moi, je suis volontaire. Il n'y a pas une petite place Bah, pour hier moi. soir aussi. Et déjà hier soir, encore hier soir, il va le refaire aujourd'hui, il va le refaire demain. Bon, je pense que cette Donc ça, catégorie-là, on peut l'éliminer. D'accord. Voilà. Mais pourquoi il le fait alors? C'est pas très intelligent. Bah parce qu'il veut montrer une signe d'ouverture, il argumente derrière. Je suis pas. La vérité, c'est qu'il est en grand danger pour être réélu ou pas, pour ne pas être réélu justement député dans sa circonscription de l'Eure, où il a déjà un candidat Front National qui va lui prendre beaucoup de voix. Si en plus il a un candidat En Marche, ça va être absolument un désastre pour lui, donc il essaie de se sauver comme il le peut. Donc il y a ceux qui font des offres de services. Je connais pas bien Emmanuel Macron, mais quelque chose me dit que c'est pas dans cette voie-là qu'il va aller. Après, il y a ceux qui sont des grands noms de la politique et qui pourraient être ripollinés, si j'ose dire, sous l'étiquette En Marche. Parlons des Borloo, des Bayrou, etc. Effectivement, ces gens-là ont de C'est pas le la renouvellement. compétence, mais c'est pas le renouvellement. Mais en même temps, puisqu'il veut quelqu'un qui ait une expérience parlementaire, l'un et l'autre en ont. Mais je n'irai pas de ce côté-là. Après, il y a les jeunes pousses qui sont des députés assez actifs, qui connaissent bien le milieu et qui n'ont pas accédé à la première marche ou à la deuxième marche du pouvoir. Effectivement, Xavier Bertrand peut être mis dans cette catégorie-là. il a été ministre, Édouard hein. Philippe, Il a été ministre, actuel quand même. maire du Havre, peut être mis dans cette. Ouais. Mais attention, il ne faut pas qu'on ait l'impression. C'est là où il a une équation compliquée. Il ne faut pas qu'il ait un Premier ministre qui donne l'impression que lui, président, est un junior. Mais il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir deux trentenaires, frais et moulus de je sais pas quoi. Bon. Donc le choix va être très difficile pour lui. Et c'est un choix qui va dicter les premiers pas
du nouveau président. C'est un choix qui aura une importance considérable dans le résultat ultérieur des législatives. Donc il ne faut pas se rater, d'autant qu'il l'a dit, c'est un Premier ministre qui est censé durer au-delà des législatives. Alors, on va C'est parler... lui qui mène la campagne. Jacques Séguéla a parlé tout à l'heure de macronisme. Ça commence maintenant et on va se demander qu'est-ce que le macronisme. Et dans son choix du Premier ministre, on va voir ce que ça veut dire. Le casting. Le mot est né, le concept est né aujourd'hui. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Alors, Ouais. Jacques parle souvent du quotient émotionnel. Et je voudrais qu'on parle du quotient émotionnel avec cette séquence. C'est la séquence de la Marseillaise hier. C'est-à-dire qu'il est arrivé seul et il a fini avec sa famille, ses proches, un peu comme Barack Obama d'ailleurs sur scène qui faisait monter femmes et enfants. Oui. C'est une image très... vous n'êtes pas d'accord? Non, mais Je dirais après. Bon, vous direz. Alors, voyons cette séquence de la Marseillaise hier et parlons du quotient émotionnel et notamment de la place de Brigitte Macron que les supporters d'Emmanuel Macron semblent aimer au point où il n'en parle pas. Il a dit les proches hier et c'est le public qui a dit Brigitte, Brigitte, Brigitte. Alors que lui avait une forme de réticence ou de pudeur, je ne sais pas, à ne pas citer son nom. Écoutons cette séquence. Jacques Séguéla. Alors moi j'adore ça parce que c'est vraiment du décryptage d'images. La main sur le cœur d'abord. Aucun président français, c'est vraiment un geste américain. Non mais c'est intéressant. Moi, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est décrypté. Ce qu'il y avait de plus beau, c'est que et elle et lui ont écrasé une larme. Ah oui. Elle, plusieurs. Voilà, Elle. et moi aussi. Oui, et je pense que beaucoup de Français. Alors c'est ça qui m'intéresse. C'est Est-ce que ça, ça touche justement. les Français? C'est ça, Est-ce que l'émotion. cette histoire C'est ça, touche le les sujet. Français? Bon. Deuxièmement, elle incarne ce dont rêvent les Français, un couple uni, un couple qui s'aime, un couple qui travaille ensemble. Chacun à sa place. Vous la verrez toujours à 2 mètres derrière son président. C'est parce qu'il lui a demandé de venir qu'elle s'est mise à côté. Et il a eu la phrase que j'aurais voulu avoir pour que ma femme m'aime jusqu'au dernier jour. Il lui a dit « Sans elle, je ne serais pas moi ». Et ça les résume. Et c'est ça le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est justement dans un siècle qui est le siècle de l'émotion, après le siècle du XXe siècle qui était le siècle de la raison, les émotions se libèrent, à cause d'ailleurs des médias, parce que les médias sont des fabricants d'émotions, à cause de ce besoin aussi de trouver l'intelligence de l'âme, qui est l'intelligence du cœur. Mais est-ce que ça touche les gens? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que les gens sont en miroir avec ça? Qui va toucher les gens. Oui. Le QI a baissé de 3,5% ces 5 dernières années. C'est la première fois dans l'histoire du monde que le QI, c'est-à-dire l'intelligence rationnelle, baisse et que l'intelligence émotionnelle prend de la part. Pas autour de cette table. Il y a de l'émotion. Jérôme Bégal. Non mais l'émotion, ça nous intéresse. Jérôme. Non mais vous avez vraiment pleuré. Je l'aime quand même. Est-ce que vous avez pleuré? Non. Je vais être un vous peu êtes insensible, plus terre à terre. Jamais. Je vais être un peu plus terre à terre. Pourquoi est-ce que ça nous émeut? C'est la première fois depuis très très longtemps qu'arrive à l'Élysée un couple uni, un vrai couple et une vraie famille. Pardon, mais François Hollande, il y a 5 ans, on savait très bien qu'il était tiraillé entre Valérie, peut-être déjà Julie, Ségolène Royal, les 4 enfants, et qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde au même moment. Non mais c'est pour ça. Mais lui-même, je parle de lui. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas y avoir une photo de famille comme ça. Encore 5 ans avant, Nicolas Sarkozy 2007. Les relations avec Cécilia étaient quand même très entamées. Remontons encore, Jacques Chirac, Bernadette. Bernadette était là, mais il ne pouvait pas y avoir une des 2 filles. On sait pourquoi. Et les relations étaient aussi... Bon. Et on remonte encore, François Mitterrand, 81, il vivait quasiment plus. Donc la belle image familiale, le père, la mère, les enfants, elle était jusque-là techniquement impossible. Là, l'image du couple uni... Elle existe parce qu'elle est par les réels. Et la famille, elle existe parce qu'elle est réelle. Elle n'est pas montée. C'est pas fake. Elle est profonde. Et après Bruno. Non, j'ai juste ajouté, mais vous avez entendu. Et la famille récomposée, bien sûr, qui est très important. Et les 3 enfants du premier mariage de Brigitte. Parce que les Français se retrouvent. Quand on a osé l'accuser qu'il n'avait pas d'enfant, le salaud qui a dit ça mérite l'enfer. Bon, calmons-nous. Il mérite d'aller dans une campagne jusqu'à la fin de ses jours. Je vais jusqu'au bout de... C'est terrible, les formules. Je vais jusqu'au bout de l'analyse de Jérôme Béglé. Oui. C'est une image profondément politique. Ça veut dire effectivement que par rapport à ses 2 prédécesseurs,
les affres éventuelles de la vie privée n'auront aucune répercussion sur la vie publique. C'est-à-dire que c'est une famille unie, il n'y a pas de problème au sein de cette famille, tout va bien, donc ce qui s'y passera, qui est toujours positif apparemment, n'interférera pas sur la conduite des affaires de l'État, et ça, c'est une demande profonde des Français. Je suis d'accord avec vous, mais moi, ce qui me frappe, c'est combien les supporters semblent aimer le public. Dans tous les meetings, Macron. moi je suis allé à de nombreux meetings. Voilà, c'est ça qui me frappe, ce qui n'était pas le cas. Vous avez toujours un moment Brigitte dans les meetings. Mais oui, Pascal. Donc il y a quelque chose de... Parce qu'il se passe quelque chose. adorait Bernadette Chirac. L'électorat de gauche adorait Madame Mitterrand. Après l'élection. Je parle de 80. Personne n'a jamais scandé Bernadette ou par là. Non. Pour terminer, parce qu'il ne reste qu'une minute et on parle parfois de choses, voilà, plus légères comme celle-là. C'est pas le plus léger d'ailleurs, parce que ça, le détail fait sens. C'est une image très très importante avec ce lieu, le Louvre, et ça a été dit, cette rencontre de la tradition et de la modernité. Et surtout, c'est une image éminemment politique, alors même qu'en rupture avec François Hollande en 2012 et Nicolas Sarkozy en 2007, entouré d'élus qui se poussaient du col pour être à côté du nouveau président, il n'y a pas un élu à côté de Macron. Parce qu'il n'y a pas d'élus en marche. Il y en a, il y en a. Oui, ils ont été. Techniquement, non. Il y a quand même des soutiens. Ils ont été reçus sur. Et là, il n'en a pas fait. Il n'y avait pas non plus Mireille Mathieu, Faudel ou Enrique Massot. Là aussi, la présidence normale est morte, l'hyper-présidence est morte, et on est sur une vraie rupture par rapport au quinquennat précédent. C'est fini, Jacques. C'est fini parce qu'il nous reste. Il ne peut pas se dissoudre. C'est fini simplement. Simplement, c'est terminé. Tel Jacques de Molay sur le bûcher, vous avez maudit, non pas tous les futurs rois, mais un homme en enfer. Je voudrais qu'avant... Jusqu'à la troisième génération. Voilà, je voudrais qu'avant, vous terminiez pour... vous enleviez cet après... Je ne sais pas comment on dit. Voilà, que vous enleviez, vous l'avez envoyé en enfer, celui-là. Mais non, c'est une formule. Une formule de publicitaire, il faut jeter ça aux orties. C'est terminé. Le premier mot de Mitterrand, quand il a parlé, c'était « Je dédie ce septennat aux forces de la jeunesse et de la modernité ». C'est ce qui s'est passé hier avec Macron. Il a d'abord cité ses parents, Mitterrand, en 81. C'était un plaisir de parler de Je mesure à cet instant le poids de l'histoire. Oui, moi je mesure à cet instant que l'émission est terminée. Voilà.